Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Écoutez, je vous propose de commencer à l'heure puisque nous avons beaucoup de choses à discuter. Nous avons beaucoup de chance cet après-midi puisque nous sommes en compagnie du professeur Timothy Brook. Bonjour à vous. Et qui est accompagné par Zena Govar qui va assurer la traduction des propos du professeur Brook. Et nous présentons aujourd'hui un livre très rapidement traduit, puisqu'il il a été publié en anglais l'année passée, et qui a été publié dans une traduction qui semble extrêmement fidèle, sous le titre « Le prix de l'effondrement, le petit âge glaciaire et la chute de la Chine des Ming ». Ce faisant, on va se décentrer aujourd'hui, on va décentrer notre regard du côté de la Chine des Ming et du côté de leur chute. En articulant ça, on va voir avec des questions apparemment techniques, mais qui ouvrent à plein de choses, à des questions monétaires et à des questions climatiques et environnementales. Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, alors là il y a plein de choses, je pourrais vous envoyer le diaporama, mais là on va synthétiser parce on va partir, si vous voulez, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, parce que ça va tout de suite nous plonger dans l'époque. Et c'est un texte, ce sont deux textes phares, Timothy Brook, que vous utilisez dans votre livre. Alors là je me suis bien entraîné, mais je pense que la prononciation ne va pas être très bonne. Il s'agit des mémoires de Chun Chi-de. C'est pas mal. Bon, merci. On peut mieux faire, je pense. Et ces mémoires, c'est un texte que vous utilisez. C'est votre premier chapitre. C'est un chapitre décisif. Ce sont deux textes du début des années 1640, deux petits mémoires, 1641-1642. Où cet enseignant qui vit au sud-ouest de Shanghai décrit ce qui se passe. Et pour vous, c'est une source très précieuse, notamment sur la question du prix des céréales et ce qui se passe dans ces années 1640. On sait que la chute des Ming, c'est 1644. Ce texte-là est vraiment très, très important pour vous. Excusez-moi, mais aujourd'hui, je vais parler en anglais et pas dans mon mauvais français. I begin the book with the story of Chen Qide because he writes a great deal about prices. And my original idea with my book was to write a book about prices. I did not ever intend to write this book. But I then discovered that a book about prices is boring, not interesting to anyone, and that my best prices were disaster prices. And Chen Qide wrote two memoirs in the 2 or 3 years before the fall of the Ming Dynasty, in which he uses prices as a way to narrate the disaster. Alors, je commence effectivement avec les écrits de Chun Qide. Il a d'ailleurs énormément écrit sur les prix. Et à l'origine, je voulais écrire un livre sur les prix. Je n'aurais jamais pensé écrire ce livre-là. Mais je me suis dit, un livre sur les prix, c'est très, très ennuyeux. Et il n'y avait que des prix assez catastrophiques et désastreux. Et donc Chen a écrit deux mémoires avant la chute de la dynastie Ming et il utilise, c'est vraiment la matière de son récit. And if I can add one other thing, I start with Chen Qide because I care about my readers. I want my readers to find a way into the topic that I'm about to write. Most readers are not specialists on China. And you don't have to be a specialist on China to read this book. So I wanted to start with the experience of the crisis that anyone can understand. And Chen Qide was my best source. Alors j'ai décidé de commencer donc ce livre de cette manière parce que je voulais que le lecteur puisse entrer
dans l'histoire que je raconte, comprendre la dynastie Ming. Et je ne voulais pas qu'on ait besoin d'être un expert pour comprendre ce livre. Et les écrits de Chen, lui ayant vécu ça, était une expérience qui allait nous aider à pénétrer. C'est un texte qui aurait pu être complètement oublié, ce texte de Chen Shide, parce qu'il a été publié, je crois, au 19e siècle une première fois, et puis un peu oublié, republié, etc. Donc voilà, c'est un enseignant qui nous parle de sa région. Hein, on est du côté de Tongxiang, au sud-ouest de Shanghai. Mais ce que vous avez voulu faire, vous, c'est ensuite redéployer ce texte à une autre échelle. C'est vraiment, il y a, comme souvent chez vous, ça va nous introduire à vos travaux, il y a une dimension très scalaire. Vous êtes là à très grande échelle, je veux dire, voilà, du côté du sud-ouest de Shanghai, et ensuite vous allez en quelque sorte dézoomer pour regarder la Chine des Ming, et évidemment, chez vous c'est toujours le cas, on va bien sûr partir aussi en Europe, ailleurs dans le monde, circuler. Hein, c'est une histoire très scalaire. My method in doing this, in using one person at one point in time and then opening it up to much larger questions, this is a method that I use specifically to appeal to readers. But I also think that each of us, if you tell the story of your life is a narrative of the time in which you live. And so Chen Qide was so expressive that I thought this is the best way to begin. His experience in Tongxiang was not exceptional. He was just a teacher, retired, impoverished, starving. So his story is a way of understanding what was happening in the 1640s in China. Alors ma méthode, effectivement, c'est d'utiliser le cas d'une personne à un moment donné pour après ouvrir à une question beaucoup plus vaste et plus large. Et c'est une manière pour moi d'attirer aussi le lecteur. Chacun d'entre nous, si on devait raconter sa propre histoire, sa propre vie, ce serait aussi le récit de cette époque, à ce moment donné. Et Chen est très expressif dans ses écrits. Son expérience dans sa région n'avait rien d'exceptionnel. C'est un enseignant retraité, pauvre, affamé. Mais son histoire va nous permettre de comprendre ces années 1640. Alors, si on présente un peu l'ambition globale de ce livre, au-delà de ce texte-là, bon, là, j'ai mis quelques titres phares chez vous, et il faut dire qu'il y a un certain nombre d'ouvrages de Timothy Brook qui sont traduits en français, et même de plus en plus rapidement, ce qui est très bon signe, hein, la vitesse de traduction. Voilà, mais il y a un certain nombre d'ouvrages aussi qui ne sont pas encore traduits, que vous avez écrits déjà dans les années 90 notamment. Et vous êtes vraiment un spécialiste de la Chine des Ming notamment, mais il y a aussi ce détour, cette voie que vous avez empruntée de l'histoire connectée, cet emboîtement des échelles que je disais tout à l'heure. Et évidemment, vous vous servez de ça pour ce livre, tout en disant de manière paradoxale, hein, c'est la petite citation que j'ai mise en haut à droite, « De par ma formation, je ne suis pas un historien des prix », votre livre s'appelle « Le prix de l'effondrement », pas plus du reste qu'un historien du climat. Et le sous-titre, c'est « Le petit âge glaciaire », notamment. Donc voilà, il y a ce paradoxe-là, mais vous êtes engagé là-dedans quand même, malgré tout. C'est une forme de défi, d'une certaine manière. My course as a historian has not been a direct line. I started as a historian of China, but then I thought, I want to understand China as part of the world, and the world as exposed to China's historical experience. So if there is a main line in my course as a historian, it is going from China outward into the world. However,
every book is on a different subject. That is, I write about what matters to me at the time that I am writing, and that changes all the time. I would not have written a book about climate 25 years ago because climate was not as pressing an issue as it is for us today. And I think I was pressed by the issues that surround me to write a book about climate. And in this case, I'm not very explicit about China's role in the world, except to say China and Europe were subject to exactly the same chronology of disaster during the Little Ice Age. And that is what my evidence led me to. En tant qu'historien, je n'ai pas eu une carrière, enfin, ce n'était pas une ligne droite. J'ai commencé par la Chine et graduellement, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre la Chine dans le monde, c'est-à-dire son rôle et sa place dans le monde. Et donc, je suis partie de la Chine vers le monde. Et chacun de mes livres porte sur des sujets très différents. Ça dépend du moment, de ce qui m'a intéressé et qui me concerne au moment où j'écris le livre. Il y a 25 ans, je ne l'aurais sans doute pas écrit, ce livre-là, en m'intéressant au climat, parce que ce n'était pas une question pressante à l'époque. Mais bien sûr, on vit dans son monde et c'est une question qui m'intéresse. Et pour montrer que la Chine et l'Europe, déjà à l'époque, suivaient une même chronologie de désastres et de catastrophes. Et ça a été la raison pour laquelle je me suis engagée dans l'écriture de ce livre. Votre manière de faire montre bien, là c'est une petite réflexion incidente que je donne, que les historiens, selon la très belle formule de l'historienne de la Grèce ancienne, Nicole Laureau, parlent toujours depuis le feu du présent. C'est-à-dire qu'on pose au passé, Timothy Brook, des questions qui se posent dans le présent. Bien sûr, la question environnementale, vous la posez depuis les questions du présent. Je pense que c'est important de le dire. Historians live in the present, and we write in the present. I couldn't write any. If I were writing this book 100 years ago, this book wouldn't be this book. It would be different. And so this is not to say history is a subjective practice, only to say that we look to the past in order to understand the present. And as the present changes, we historians must respond to these changes around us and incorporate these changes into how we present the past. Les historiens vivent dans leur temps, ils vivent dans le présent, ils écrivent au présent. C'est-à-dire qu'il y a 100 ans, je n'aurais pas écrit ce livre, en tout cas il aurait été très différent. Les historiens ne sont pas des personnes subjectives, c'est des personnes qui regardent le passé pour comprendre le présent, comprendre comment les changements du passé ou les changements du passé affectent le présent. Si on regarde le cas particulier qui vous intéresse, la fin de la dynastie Ming, sur le plan politique, on a beaucoup d'études sur le sujet, sur la fin, sur les modalités politiques de cette dynastie. Vous-même, vous avez travaillé sur ce sujet peut-être, mais enfin, il y a plein de livres sur le sujet. Ce n'est pas ça qui vous intéressait, c'est d'aller vers l'histoire des prix. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire des prix, vous le dites en décentrant le regard, en regardant par exemple le livre de Geoffrey Parker, Global Crisis, qui traite plutôt de l'Europe et de tout ce que traverse l'Europe à ce moment-là au cœur du petit âge glaciaire. En fait, très rarement, l'histoire des prix est connectée aux avaries météorologiques, au cycle du climat. Ça, c'est la petite touche personnelle, la touche historiographique qui est la vôtre. C'est d'articuler cette histoire des prix à l'histoire de l'environnement. Et certains qui ont raconté des périodes un peu similaires n'évoquent pas cette histoire des prix. Geoffrey Parker wrote a brilliant book on the crises of the 17th century, Global Crisis. And I've known Geoffrey for many years. So when my
the prices I was finding in Chinese records seemed to reveal the chronology of the Little Ice Age. I wrote to Jeffrey and said, does anyone in Europe look at cereal prices in order to understand climate? And he said, I don't know. I didn't put that in my book. And he certainly didn't. I looked carefully through his book. So to write the history of climate, we need proxies. Scientists look for physical proxies like tree ring growth and the growth of glaciers and so forth. Historians look for documentary proxies. And for me, in the course of collecting prices from the Ming Dynasty, I discovered that grain prices are the best documentary proxy we have to reconstruct the history of the Little Ice Age. Oui, Jeffrey Parker a écrit un livre brillant sur les crises qui ont traversé le XVIIe siècle. Je le connais très bien. Et au fur et à mesure que je découvrais, que je travaillais sur les prix, pour moi, il révélait vraiment le petit âge glaciaire. Et donc, je lui ai demandé si quelqu'un s'était déjà attaqué à ce sujet, l'avait déjà fait en Europe, parce que lui-même ne l'avait pas mis dans son livre. Et en fait, non, ce n'est pas une question qui avait déjà intéressé quelqu'un. Et donc, on a besoin de moyens. Il dit les scientifiques utilisent des moyens physiques, par exemple la croissance de l'âge glaciaire, des glaciers, etc. Les historiens utilisent des moyens documentaires. Et moi, quand je rassemblais tous ces prix, les prix des céréales, j'ai bien vu qu'on voyait le développement et les effets du petit âge glaciaire. Alors, regardons les sources qui vous intéressent précisément. Comment avez-vous procédé? Vous avez collecté ces prix, mais comment fait-on? Et quelle est la spécificité des sources chinoises par rapport aux sources européennes? Timothy Brook. That is a big question. I started to collect prices from the Ming Dynasty because I wanted to understand the cost of living for ordinary people from the 14th to the 17th century. However, my data is just scattered across different places, different sources. It was inconsistent. The only consistent data I could find were these prices to which grain rose during disasters. These are recorded in a genre of text called, that in English we call gazetteers, and I think in French it's called monographie. And most of these local gazetteers, they're published at the county level. There are roughly 1,000 counties in the Ming Dynasty. And they include a list of disasters, usually toward the end of the book, because disasters are bad. Nobody wants to put disasters at the front of a book. You put it at the back of the book. And in those lists, from time to time, I discovered the prices to which grain rose in famines. Oui, j'ai commencé, donc je rassemblais les prix et ce qui m'intéressait, c'est de connaître le coût de la vie pour les gens ordinaires entre le XIVe et le XVIIe siècle. J'avais donc des données très différentes, de sources assez inconsistantes, et la seule consistance qu'il y avait dans ces données, dans les chiffres que je trouvais, c'était les prix, les fluctuations des prix et comment ils augmentaient durant les catastrophes. Ce genre de textes, ce sont des monographies. Et la plupart sont publiés en counting, Comté. Ah, dans les comtés, ok. Oui, oui. Dans les comtés. Et les désastres étaient toujours mentionnés et publiés à la fin du livre, parce qu'en fait, personne n'a envie de commencer un livre en listant toutes les catastrophes qu'a vécu le pays.
And the difference with Europe is that the European historians who study prices usually use market prices, and there are records of these market prices that become abundant in the 17th century. In China, we don't have those records. Those records existed, but they've long since been destroyed. So, but I also, my sense is that European historians or Europeans didn't use the price of grain as a way of clocking their disasters, whereas Chinese did. And these are the only records of grain prices that I was able to find. And the prices rise suddenly, and through the course of the Ming Dynasty, the disaster price keeps going higher and higher and higher until in the last decade of the dynasty, grain rises to a price that no one can afford. Alors, à la différence, en Europe, les historiens n'utilisent pas, ou utilisent en tout cas les prix du marché, et là-dessus, il y a des documentations très importantes, notamment au XVIIe siècle. Ce n'est pas le cas de la Chine. Et s'il y en a eu, en tout cas, ils ont été détruits depuis. Pour moi, je perçois les Européens, en tout cas, qu'ils n'ont pas utilisé ces prix pour parler des catastrophes. Et ces listes que j'ai trouvées qui existent en Chine sont uniques en leur genre, parce qu'on voit, durant la période Ming, les prix monter et monter inexorablement jusqu'au jour où les céréales atteignent des prix que personne ne peut se permettre. Est-ce que je crois que vous avez utilisé aussi des sources parfois étrangères, le regard des étrangers. Par exemple, on va trouver le récit d'Adriano de las Cortes, qui a été traduit d'ailleurs chez un éditeur qui s'appelle Chandaigne en 2001. C'est aussi une source que vous intégrez à votre base de données, Timothy Brooks. Yes. Foreign sources are often useful, and sometimes I'll use Korean sources and Japanese sources, because foreigners notice things that local people don't bother writing down. And so I consistently, I think since Le Chapeau de Vermeer, I have used foreign sources because foreigners say, look what they do in China. Why is this happening? What's going on? And so foreigners are sometimes unreliable. They sometimes tell stories and exaggerate things, but they often notice things and record things that Chinese tend not to record. Now, in the case of the price of grain, I'm not sure. Well, no, there are a few references to the price of grain in that book. But foreigners are also good at remarking on climate changes. I'll talk about that in a moment. You said they remarked the climate change? Yeah. Alors, j'ai toujours utilisé les sources étrangères, que ce soit des sources coréennes, japonaises ou autres, parce que l'étranger voit ce que les locaux ne voient pas. Ils ont une distance que les locaux ne peuvent pas voir. Déjà, avec le chapeau de Vermeer, j'avais utilisé des sources étrangères parce que de l'extérieur, on peut se dire, regardez la Chine, ce qui se passe là-bas, etc. Ils racontent des histoires, les étrangers, ils peuvent exagérer un peu, mais ils remarquent des choses. C'est le cas, par exemple, pour le prix des céréales. Donc là, vous dites dans le livre, ça n'existe pas, vous parlez de Las Cortes, ou bien de qui on parle? Adriano de las Cortes. Adriano de las Cortes, voilà. Il n'en parle pas. But if I can continue on this line, probably the most famous Jesuit missionary in the Juan Li era, that is in the 1590s, is Matteo Ricci, an Italian. And Ricci is based along the Yangtze River, but he goes up to Beijing one winter.
And he's shocked to find that the Grand Canal is frozen solid. And he wonders, why is China subject to this terrible cold? In fact, what he didn't know is that this terrible cold was also affecting Europe at the same time. But he wasn't in Europe. He'd left Europe in the 1580s, and the little ice age had not yet started to freeze the Thames. Or I don't know if it froze. It must have frozen French rivers as well. And so Matteo Ricci comes up with a theory, and it's that the winds that blow off the Himalayas are blowing cold air down into China, which of course is nonsense. Well, it's no, it's basically nonsense. But he needed an explanation. And in the same way, we living in the present, facing climate change, we search for our explanations too. And we're getting better at explaining climate change than Matteo Ricci was in the 16th century. But it's still, nonetheless, as a historian, this is still a valuable source to bring into the stories that I try to, the history that I try to reconstruct. Alors, il y avait un missionnaire du temps de l'empereur Wanli, dans les années 590, qui s'appelait Matteo Ricci, qui est remonté la rivière Yang jusqu'à Pékin en hiver, et il était très très étonné de voir le Grand Canal gelé. Et il se demandait mais pourquoi la Chine subit un tel climat de froid. Il ne savait pas qu'en Europe, au même moment, l'Europe aussi avait subi le petit âge glaciaire et que des fleuves avaient gelé. Bon, je ne sais pas si la Tamise avait gelé, mais sans doute. Et Ricci pensait, enfin sa seule explication à l'époque, c'était que les vents devaient souffler au-dessus de l'Himalaya, donc des vents très froids. Bien sûr, ça n'a aucun sens. Mais donc de la même manière, nous vivons aujourd'hui le changement climatique, on cherche des explications, on s'améliore, on est quand même mieux qu'à l'époque, en tout cas mieux que Ricci. Mais voilà, moi en tant qu'historien, ce sont des sources très précieuses que j'avais besoin d'inclure dans mon histoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, pour comprendre cette fin de l'époque Ming, vous prenez, bien sûr, vous l'avez dit, une ampleur chronologique, vous remontez dans les profondeurs de l'histoire, et vous intéressez, vous l'avez dit à plusieurs reprises, à cette période de l'empereur Wanli, entre les années 1570 et 1620, qui est une période un peu paradoxale parce qu'elle est vue par certains comme une période de faction, etc., mais elle est vue aussi comme une période de prospérité économique qui contraste avec ce qui se passe à la fin de la dynastie Ming, après 1620 et surtout au début des années 1640. You are right. For Chen Qide, he looked back to the Wanli era when he was a young man, and he thought, abundance, prosperity, everyone could afford all the food that they wanted. And in fact, the Wanli era was a reasonably prosperous period. There were two moments during the Wanli era when temperatures fell and drought struck China. But they passed after a year or two, and things went back to normal. And so for Chen Qide, this was a lovely time to be growing up, and now that he was an old man, he was suffering under prices unexperienced, even in the Wanli era. I would say in my set of data, probably a third of my prices fall in the last 10 years of the Ming Dynasty, these disaster prices. And they are much, much higher than anything in the Wanli era. So during the Wanli era, there were moments in the 1580s and the 1610s. There were a couple of years when things went badly. But this was a prosperous period. This is when Chinese began to engage in
semi-systematic trade with the outside world. The Spanish were in the Philippines, the Portuguese were in Macau. The trade was taking off, and it was a good period for the Chinese economy. And so a very short period of disaster, a year or two, you can get through it. But it's when the disaster stretches on for a decade that you can't get through it, and that's what happened at the end of the Ming. Alors Chen Qing regardait toute cette période de Wanli, d'abondance, de prospérité, tout le monde mangeait à sa faim, il avait connu ça petit. Il y a eu deux instances de période où les températures avaient chuté, mais ça avait duré 1 à 2 ans et la vie revenait à la normale. Donc pour Chen, c'était vraiment le bon vieux temps. Et là, arrivé à sa vieillesse, il vivait une des pires crises de prix qu'il avait jamais connues. Et ça correspondait aux 10 dernières années de la dynastie Ming. Wanli, c'est donc, durant l'époque de Wanli et le règne de Wanli, c'était des années 1580 et 1610, où il y a eu, comme ça, 2 épisodes de crise de prix. Mais sinon, l'époque était prospère. La Chine avait ouvert son commerce avec l'étranger, les Espagnols étaient en Philippines, les Portugais s'étaient installés à Macao. Donc voilà, tout se passait bien. Et 1-2 ans, ça va, on peut passer à travers, mais quand des désastres et des catastrophes durent pendant des décennies, c'est juste impossible. Alors, ce qui est passionnant, c'est que vous proposez dans votre livre, vous proposez un concept. Alors, là se posera sans doute la question de la traduction, hein, c'est passionnant parce qu'on est aussi là-dedans. Donc, c'est Odile Demange qui traduit votre livre chez Payot et qui a proposé ce concept, ce mot de bourbier. Alors, vous identifiez ce que vous appelez 6 bourbiers. Alors, on va voir si c'est traduit par bourbier lorsque vous allez parler, le mot que vous allez utiliser en anglais. Les bourbiers, qu'est-ce que c'est? Ce sont des phases, je l'ai mis sur le diaporama, de plusieurs années durant lesquelles de graves anomalies thermiques ou pluviométriques, voire les deux, coïncident avec des comptes rendus de crises environnementales, de famine et de souffrance sociale. C'est-à-dire, ce sont des périodes charnières où il y a à la fois crise environnementale, crise météorologique et puis souffrance sociale. Et vous en identifiez un certain nombre. Donc 6, dont 2 pendant la période Wanli, ce qui montre que vous relisez les choses par rapport à ce qu'on dit habituellement, en sachant qu'évidemment, c'est le dernier dont on parlera tout à l'heure, le bourbier de Zhongzhen, je ne sais pas si je prononce bien, qui évidemment sera le pire des 6, hein, très, très fort, très violent, à la toute fin de la dynastie Ming. Mais présentez-nous votre... Alors, je veux dire, c'est drôle de formule dit comme ça, mais présentez-nous votre concept de bourbier. Enfin, voilà. I almost feel I must apologize for this concept of bourbier. No other historian uses it. The term in English is slough. What I wanted to do by identifying these 6 bourbiers in the history of the Ming Dynasty was to say that one bad harvest, you get past it, and then the next year it's fine. But it's when you have a series of bad harvests that society is threatened, the economy is threatened, there can be political repercussions. And so and then later on I realized that these bourbiers, these sloughs, coincided very closely with the history of the Little Ice Age. The Jingtai Slough corresponds with the Spur minimum. The Chongzhen Slough corresponds with the Maunder minimum. And these are the periods when the capacity to reproduce society and economy and everything else becomes threatened. And this was a concept I developed about 10 years ago when I first started becoming interested in the impact of climate on the history of the Ming Dynasty. Je
dois vraiment vous demander de m'excuser parce qu'aucun historien ne l'utilise. Mais je voulais identifier justement ces 6 bourbiers pour expliquer qu'une seule mauvaise récolte, ça va, on s'en remet. Mais quand il y a une série de mauvaises récoltes, là, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est une menace sur l'économie du pays et la société. Ça peut même être une menace politique. Et plus tard aussi, j'ai vu que ces bourbiers coïncidaient justement avec les époques du petit âge glaciaire. Et ces périodes où le renouvellement et la reproduction sont très difficiles sont même menacées. Et en fait, j'avais développé ce concept de bourbier il y a déjà 10 ans. Alors, on arrive à un point charnière de votre livre qui est passionnant. C'est la citation que j'ai mise sur la droite du diaporama. Vous rappelez que les céréales n'ont un prix que lorsqu'elles sont échangées contre des espèces. Et vous identifiez 3 principaux facteurs qui affectent le taux de cet échange. L'approvisionnement en grains, le nombre d'acheteurs potentiels et les réserves monétaires. Et vous dites le facteur le plus important, et ça a été démontré par d'autres historiens, par exemple Christopher Dyer que vous citez, c'est l'approvisionnement en grains. Le nombre d'acheteurs potentiels, les réserves monétaires disponibles, c'est moins important. Et comme évidemment l'approvisionnement en grains est déterminé par la qualité des récoltes, que celle-ci est déterminée elle-même par la météorologie, les cycles climatiques, etc., on voit l'articulation que vous faites. C'est ça qui est intéressant, mais peut-être expliquez-nous pourquoi les autres facteurs, par exemple la question des réserves monétaires, comptent moins. C'est un peu technique, mais c'est passionnant. The explanation for the 17th century crisis in Europe is often connected to a theory of how the supply of money, of silver in the Americas, came into Europe and affected the European economy. Economic historians are now abandoning this theory. It sounded good at the time, but there's not a lot of evidence for it. And in the case of China, there's even less evidence. This theory was the idea that silver coming from the Americas to China in the late 16th century was boosting the economy, driving inflation, and then it stops flowing into China in the 1630s, 1640s, causing financial collapse. But when I looked more closely at this theory, there is absolutely no evidence. It sounds nice. It looks like the theory trying to explain inflation in 17th century Europe, but there is absolutely no evidence that the flow of international silver was affecting the economy. And when you look at the record of grain prices, nobody's going to spend thousands of ounces of silver buying a bucket of grain. It's incomprehensible. And so I think we've been misled by people who like monetary theory, and it's taken us away from the fundamental condition, which is if there is no grain, if there's nothing to eat, the price of grain skyrockets and everybody starves. And that, to me, is the fundamental condition shaping this. Also, you have to remember, poor people don't have much money in the Ming Dynasty. It's just not something that you have a reserve of. Rich people have silver, but poor people don't have money. L'explication donc au XVIIe siècle en Europe, c'est que on faisait toujours la connexion entre le flux d'argent qui venait des Amériques et l'impact que ça avait eu sur l'Europe. Mais en fait, et pour la Chine, il n'y avait aucune preuve de ce concept. À la fin du XVIe siècle, il y a l'inflation qui augmente, les crises qui se succèdent. Et en 1630,
il n'y a plus d'argent et l'économie s'effondre. Mais là aussi, on n'a pas de preuves. Ça a l'air d'être tout beau et parfait sur papier, mais expliquer l'inflation en Europe par le flux d'argent des Amériques, c'est ça, ce n'était pas la chose qui semblait convaincante. Le prix des céréales avait atteint des sommets tels qu'il est difficile d'imaginer que quelqu'un veuille payer une somme faramineuse pour un panier de céréales. Et si on écoute les théories, ça c'est si on écoute les théories économiques, mais en réalité, s'il n'y a rien à manger, les prix vont augmenter et ça va entraîner la famine. Et ça, pour moi, c'était central. Aussi, il y a eu beaucoup d'argent en Chine, pardon, j'ai un peu de mal. Oui, donc il n'y avait pas beaucoup d'argent. Il faut se souvenir qu'à l'époque, le peuple en Chine n'avait pas beaucoup d'argent, seuls les très riches avaient de l'argent. And that is why I devote chapter 3 to global trade and the global movement of silver in order to clear this issue away so that we can get down to a more basic, a more concrete explanation of the crisis at the end of the Ming Dynasty. Et c'est pour ça que je consacre tout un chapitre, le chapitre 3, au commerce global et au mouvement de l'argent pour, une fois pour toutes, écarter cette question et revenir à une question beaucoup plus concrète qui, elle, va expliquer la crise. Oui, alors, donc là, on arrive à la fin, justement, de la dynastie Ming. La question qu'on peut se poser, une fois qu'on a articulé le prix des céréales et le contexte météorologique ou climatique au sens plus large, évidemment, peut-être que le risque, c'est de tomber dans une forme d'explication un peu déterministe. Or, on le sait, les historiens en sainte horreur, et c'est légitime, la monocausalité, l'explication par une seule cause. Et c'est pas votre propos, vous voulez pas faire ça, bien sûr. Hein. What I'm trying to do, and I am not a monocausal historian, what I'm trying to do is to just show that the evidence I can find in Chinese sources shows us that we need to bring climate into our historical analysis of the past. It's not that the climate doesn't explain everything, but if you don't include climate, you often find yourself making up arguments out of thin air that have no evidence for them. Bring in climate and you begin to see the physical limits of, well, what Fernand Braudel called the limits of the possible. And life at certain moments in the Ming Dynasty became impossible. Ce que j'essaye, en fait, d'abord, je ne suis pas du tout un historien monocausal, il n'y a pas une cause qui a une seule répercussion. Je veux montrer, avec des preuves, que le climat, bien sûr, n'explique pas tout, mais ne pas l'inclure, vous avez des arguments qui ne tiennent pas la route. Et c'est pour ça qu'en incluant le climat, on a ce qu'on appelle les limites du physique, les limites du possible. La vie à la fin de la dynastie Ming était impossible, invivable. Bien sûr, vous analysez les choses telles qu'elles se sont passées. Parfois, on fait aussi l'histoire des possibles, ce qui n'est pas advenu, mais qui aurait pu se passer. C'est intéressant. Et on peut se poser la question, les Ming auraient-ils pu faire autrement ? Auraient-ils pu trouver des solutions face à cette crise, etc. Est-ce que c'est intéressant de se la poser comme ça, Timothy Brook? No, it's a reasonable question. Whether populations survive famines depends on the economic, political, and social institutions that are in place. And the Chinese government historically has been pretty good at storing grain in order to get through famines when they arrive. Now, in fact, during the Ming period, in the middle of the Ming Dynasty,
the granaries start falling apart. They're not being replenished as they should have been. So there is not a great deal of grain stored. But even with grain storage, an effective grain storage system, if you have to go 7 years without a decent grain harvest for 7 years, it's impossible to imagine where the food is going to come from. And so generally the Ming government was sought to act responsibly in the interests of the people, but its capacities were simply overwhelmed by the scale of the downturn in the 1630s and 1640s. And it's hard to imagine any regime surviving. Korea went through a crisis at this time. Japan went through a crisis at this time. And this is when the Manchus sweep in from Inner Asia and take over the eastern half of the Eurasian continent because everybody is crippled by famine, and they just move in and take over. Although they fail to conquer Japan. C'est une question tout à fait raisonnable. Est-ce qu'une population peut survivre? Non, pour qu'une population survive, il faut qu'il y ait de bonnes institutions politiques et économiques. En Chine, les différents gouvernements ont toujours veillé à avoir des greniers à céréales bien approvisionnés. Mais il y a eu donc une période, et je n'ai pas retenu à quel moment, ces greniers ne sont plus bien approvisionnés. Commencement du XVIe siècle. Ah, okay. Donc au début du XVIe, on néglige un peu ces greniers, ils ne sont plus bien entretenus, ils ne sont plus approvisionnés. Or, les greniers étaient un système efficace, sauf que 7 ans sans une bonne récolte, c'est juste impossible d'avoir de quoi manger. Et les gouvernements Ming avaient le souci de bien agir dans le but de pouvoir, à sa population, les moyens de vivre et de survivre. Mais à cette période-là, ils sont complètement débordés par le désastre. On est dans les années 1630. Aucun régime ne peut survivre à ce genre de catastrophe. Et à ce moment, à cette époque-là, il y a aussi des crises en Corée et au Japon. Et c'est quand d'ailleurs les Mandchous avancent et prennent tout l'est du continent parce qu'ils étaient tous paralysés par la famine, sauf le Japon. Ce qui est intéressant, on voit bien, c'est que vous articulez toujours ça à des échelles différentes, c'est-à-dire qu'on a le Japon, la Corée, l'Europe aussi, bien sûr. C'est pour ça qu'on a mis sur cette diapositive aussi la couverture d'un livre d'Emmanuel Leroy-Ladurie. Emmanuel Leroy-Ladurie qui nous a quittés il y a à peu près 1 an, qui était un pionnier de l'histoire du climat. Vous utilisez ses travaux notamment en montrant un peu la spécificité des choses aussi du côté chinois. Vous dites la différence entre le froid humide de l'Europe et le froid sec de la Chine mérite un examen attentif. Ça, c'est intéressant. Cette différence est importante parce que la capacité des systèmes européens, chinois à réagir au stress hydrique n'évolue pas de la même manière. Là, il faut bien sûr articuler les crises entre elles, mais voir aussi la spécificité de chacune. Non, c'est un petit découvert que j'ai trouvé quand j'ai fait la comparaison entre l'Europe et la Chine. Et je ne suis pas historien de climat, alors je n'ai pas d'explication. Mais en Europe, froid et trop de pluie. En Chine, froid et sécheresse. Et les agricultures de l'Europe et la Chine sont différents. La Chine dépend sur le riz et le riz dépend absolument sur la pluie. Sécheresse et il n'y a pas de récolte. En Europe, l'agriculture d'Europe est plus
What am I doing? I'm speaking in French now, aren't I? I'm sorry. Thank you. I'm sorry. Excuse me. No. In Europe, the European agriculture has greater flexibility because there's much more use of animal protein, a much wider range of grains, and as long as you can get the water diverted into the rivers and get it out into the ocean, you can survive. But in China, with rice agriculture, if there's no water, there's no rice. And the most basic element of the Chinese agricultural economy no longer exists. And so it's interesting that each disaster, the climate doesn't just require, or the climate doesn't force particular outcomes. The climate interacts with what humans are doing, human institutions and human practices. Alors en agriculture, en Europe, l'agriculture est beaucoup plus flexible, il y a plus de flexibilité, il y a plus de protéines animales, il y a plus de variétés de graines et de céréales. On peut aussi dévier l'eau des rivières si on a besoin d'eau. En Chine, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de récolte de riz. Le riz sans eau n'existe pas. Et donc, le riz est l'élément de base de la nourriture en Chine. Donc en fait, le climat ne force rien. Le climat interagit avec les actions des hommes, avec les actions des institutions. Alors peut-être avant qu'on passe la parole au public, une question sur peut-être la suite de l'histoire quand même. Parce que là, il y a cet effondrement. Comment se remet-on et comment la Chine, avec une autre dynastie, différemment, dans un autre contexte politique, se remet de ce bourbier-là? Well, I think if we apply a climate perspective throughout Chinese history, in most cases when a dynasty collapses, it will be because we will find it's because of a climate disaster. The Mongols ruled China for a century before the Ming Dynasty, but the droughts of the 1630s crippled the Chinese economy, and the Mongols had no way to respond. And all they could do was, there are peasant rebellions, and so the Mongols left China. They gave up their dynasty. They continued their dynasty north of the Great Wall, but I suspect that most dynastic collapses have a climate component. Now, this is not to say climate explains everything, but it's a factor that cannot be set aside. Oui, si on prend l'histoire de la Chine par la perspective du climat, on a un tas d'éléments et j'ai remarqué que chaque effondrement était accompagné d'un désastre, d'une catastrophe climatique. Il y a eu cette sécheresse dans les années 1630 qui a complètement paralysé l'économie. Le gouvernement était incapable de réagir. Il y a eu des rébellions dans le peuple. Et les Mongols ont quitté la Chine, ils ont été au-delà de la Grande Muraille. Donc si le climat n'explique pas tout, il reste un facteur à considérer sérieusement. Ce que je veux dire, c'est après 1644, c'est une période de dépression économique. Quand est-ce que la Chine repart dans une forme de prospérité, enfin? China's recovery after the 1640s was very slow. The Manchus moved in. They imposed a fairly violent state control, and people just tried to survive and hope that the economy really didn't come back until the 1690s. And in the 1690s, prices start coming down. But I have another source from
the same area of China in which someone looks back from the 1690s. He looks back to when he was a child in the 1630s and thinks the 1630s was not bad. And then he just tells us all about all the prices that he experienced throughout his life. And those prices begin to moderate in the 1690s. And then in the 18th century, climate conditions are pretty good and the Chinese economy surges and China becomes a great world power again in the 18th century under the Qing dynasty. Alors en fait, la Chine va se remettre très très lentement de cette crise de 1640. Il y a l'entrée des Mandchous qui impose un contrôle d'État extrêmement violent. Les gens arrivent à peine à survivre. Je pense qu'on peut dire qu'en 1690, c'est là que l'économie reprend, les prix baissent. Alors c'est quelqu'un, who is this person who's looking at the looking back at prices? Sorry, I missed that. No, you were saying someone else. Oh, someone else. Yes, I didn't say his name. Oh, he didn't say his name. So, quelqu'un d'autre qui regardait rétrospectivement les prix disait qu'en fait, les années 1630 n'étaient pas si mal. Et donc, il parle comme ça de l'évolution, des fluctuations des prix durant sa vie. Les crises se calment vraiment en 1690. Et ce n'est qu'au XVIIIe siècle que la Chine redevient, avec le régime des Qing, les dynasties de Qing, une puissance mondiale. Très bien. Mais écoutez, il nous reste un temps de questions substantiel. Donc n'hésitez pas, je crois qu'il y a un micro qui peut circuler. Je vois monsieur, par exemple. Je ne sais pas s'il y a un micro... Oui, si. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. N'hésitez pas à vous lever pour qu'on puisse vous... Oui. Bonjour, merci de cet exposé. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu des autres désastres durables, des autres bourbiers qui ont concerné la Chine, et notamment aussi du fait des inondations et des ruptures de digues? Michel Serres écrivait, mais très rapidement et sans référence, que très souvent les chutes de dynasties étaient dues était la conséquence, l'effondrement, comme vous dites, était dû à des désastres, et notamment les inondations. Floods. Il faudrait parler avec le micro comme ça, parce qu'on vous entend très peu. On n'a pas tout entendu. Ouais. Pourriez-vous nous parler... Comme ça, vraiment. Ouais. Ça marche, là, maintenant? Pourriez-vous nous parler des autres désastres durables qui ont provoqué des effondrements, ce que vous disiez lors de votre dernière intervention, et notamment celles qui concernent les inondations, qui ont aussi joué un rôle important dans les chutes de dynasties. Les inondations des deux grands fleuves qui provoquaient des ruptures de digues dans les greniers à grains. You are correct in thinking that there are many factors that are involved in the collapse of a dynasty. My book is simply about the price of grain, and I focus on this because it's an element that no one has ever noticed before. And yes, there are floods, there are uprisings, there are many other factors involved in the chaos that overwhelms China in the 1630s and 1640s. But this is it's almost as though I've written a kind of methodological offering to say, I have data here that no one has ever noticed before, and it tells us something really important about historical change in China. So this is not a book about explaining the fall of the Ming Dynasty. It's a book about what the cost of grain was and how that contributed
to the fall of the Ming Dynasty. Let me put it in those terms. Alors, vous avez raison, il y a beaucoup de facteurs qui amènent l'effondrement de dynasties. Mais mon livre, le sujet de mon livre, ce sont les prix des céréales, parce que quand j'ai compris que ça n'avait jamais été évoqué, voilà ce qui m'avait intéressé. Alors, c'est sûr qu'il y a eu des soulèvements, des inondations, il y a un tas de facteurs qui ont amené le chaos dans la dynastie en 1630. Mais voilà, ce n'était pas mon propos. Je propose une sorte de, on va dire, de méthodologie. J'avais des données qui n'avaient jamais été utilisées et qui expliquaient aussi l'effondrement de la dynastie Ming en Chine. Voilà, mon idée, c'était de parler de ses conséquences, je ne sais plus, de différents éléments qui avaient amené l'effondrement, notamment les prix. Il y avait une autre question au fond, je crois. Oui, bonjour. Est-ce qu'il s'il vous plaît, pour qu'on vous voit, pardon. Est-ce qu'il y avait un marché mondial à cette époque? Est-ce qu'il y avait un lien entre le prix des céréales en Chine et en Europe? There was a global trade network was appearing. I wouldn't call it a global economy. It was a trade network. Certain goods were in demand, certain goods were being shipped, and Europeans were able to be involved because they were plundering silver in the Americas, and the silver allowed them to buy Chinese commodities. But these trade networks weren't strong enough to buy grain in other parts of the world and bring it to China. That's something that really we have to, not until the 18th century, I think, is grain being moved in a way that a place that is under a severe grain shortage can import grain from another part of the world. That kind of trade had not yet begun in the 17th century. Alors on peut dire qu'il y avait un réseau de commerce international. Je ne parlerai pas d'un commerce à proprement parler. Certains produits étaient très recherchés, ils étaient exportés. Les Européens avaient de l'argent parce qu'ils pillaient les Amériques et ils pouvaient acheter ces produits. Le commerce n'était pas encore très fort. En tout cas, à l'époque, on ne peut pas parler d'un commerce de céréales. Ça n'advient pas avant le XVIIIe siècle. Il n'y avait pas encore de mouvements mondiaux de céréales avant cette date pour pouvoir transporter des céréales dans un lieu qui en manquait. Il y avait une question, je crois que c'est vous, monsieur, je vous en prie, puis après sur la droite. Bonjour et merci pour votre présentation. J'avais une question un peu à échelle régionale. Est-ce qu'on voit les Ming qui essayent d'acheter dans des espaces limitrophes, en Corée, au Japon, dans des territoires qui peuvent être sans être sous domination mais sous influence proche? Est-ce qu'ils essayent d'acheter du grain parce qu'ils en manquent? Et est-ce qu'en parlant avec des spécialistes d'aires assez proches, la Corée, le Japon, la Thaïlande, ils ont pu vous parler de phénomènes de fragilisation politique similaires à cause des prix du grain? My answer will almost be the same as the answer I just gave. There wasn't an international market in grain, even in East Asia. I mean, occasionally, if there was a famine in Southeast Asia, Chinese grain merchants might ship some grain down to Thailand or wherever the famine was. But there isn't an exchange of grain between China and Korea, and even less between China and Japan. So, and to my understanding, Korea was experiencing the same problems of famine in this period. So they didn't have a surplus grain to send to China. And Japan was as well. This is when the Tokugawa regime comes to power. The Tokugawa regime begins earlier, but it closes the country
during this period of the Little Ice Age because it finds it can't sustain its rule without closing the country for fear of other factors coming into play and threatening it. Ma réponse va être presque la même de la réponse précédente. Il n'y avait pas de marché international à l'époque. Si, par exemple, dans le sud-est de l'Asie, il y avait des problèmes, une pénurie de céréales, la Chine pouvait envoyer des céréales, mais il n'y avait pas d'échange. Tout comme il n'y avait pas d'échange de céréales avec la Corée et encore moins avec le Japon. La Corée a vécu aussi des problèmes de famine, mais il n'y avait pas de surplus de grains pour pouvoir l'approvisionner. Right? Et le Japon, à cette époque, c'est donc Tokugawa qui est au pouvoir et qui va fermer le pays parce qu'il sentait bien qu'il ne pouvait pas se maintenir au pouvoir sans fermer le Japon à l'étranger. Juste, j'ai l'impression que dans la question, il y avait aussi l'idée du rôle de l'État en Chine. Enfin, est-ce que l'État... les empereurs, les services, les fonctionnaires peuvent aussi jouer sur le marché en rachetant, etc. Enfin, quel est le rôle de l'État? Est-ce qu'on est renseigné là-dessus, certainement? The role of the state in a famine is to release grain from government grain stocks in order to feed people, but also to force the price down, because if there's suddenly a surge of grain on the market, the price of grain is going to come down. But by the 1630s, there's too much chaos. There are peasant rebellions going on across North China where the drought is worse. The Manchus are along the Great Wall. The government is concerned about defending the northern border against invasion. So the government is too distracted by other crises to really come up with a solution to this problem. And I suppose they could have, in a more stable period, they could have gone to Korea and said, you people have to send us grain, but there was too much else going on. They couldn't do it. Alors, le rôle de l'État dans les moments de famine, c'est de pourvoir le peuple avec le contenu des céréales qui sont dans les greniers. Il y avait des greniers à cet effet, d'une part pour nourrir le peuple et d'autre part pour faire baisser les prix sur le marché. Mais en 1630, c'est une période de grand chaos. Il y a des rébellions paysannes à cause d'une très grande sécheresse. Il y a les Mandchous qui menacent sur la frontière nord et le gouvernement est occupé à défendre sa frontière. Donc il y avait plein d'autres crises. Ils n'ont pas pu trouver une solution à celle-ci. Peut-être qu'en des temps plus stables, ils auraient sans doute demandé à la Corée de leur fournir des graines. And in fact, during the Chungcheon era, at the end of the Ming, the government is sending all its grain stocks up to the border to feed the soldiers. And in fact, even imposing grain taxes on places that have been devastated by famine, that people just had no way to pay. So it was a huge collapse. Et en fait, donc, il y a eu même des impôts sur les grains qui étaient imposés dans des régions où il y avait déjà la famine, donc personne ne pouvait se payer ces impôts parce que tout ce qu'ils avaient allait à la frontière nord pour nourrir les soldats. Il y avait une autre question de ce côté-là. Oui, madame. Merci. J'ai cru comprendre que le Japon s'en était beaucoup mieux sorti. Vous parlez comme ça. J'ai cru comprendre que l'économie du Japon s'en était beaucoup mieux sortie. Ils n'ont pas connu de famine comme en Chine. No, Japan did not suffer the same degree of famine that China did, but it too was suffering from climate change, and I think that Japan was under pressure, and
that was part of the reason for the Sakoku policy, the policy of closing the country to outside influences. Normally, we're told that this closing of the country was due to their anxiety about Spanish infiltration and the arrival of Christian missionaries. But I think there's we have to bring climate into this explanation in order to construct a broader understanding of what the Tokugawa regime was doing at the time. But I'm not a Japan historian. Bon, tout d'abord, je ne suis pas un historien du Japon, et le Japon n'a pas connu le même degré de famine que la Chine a connu, mais le Japon a souffert du changement climatique. Alors, on pense qu'en fait, le Japon était sous pression, et c'est la raison pour laquelle il y a eu cette décision de fermer le pays. Alors normalement, ce qu'on entend dire, c'est que la fermeture s'est faite parce qu'ils avaient un peu cette angoisse des Espagnols qui avançaient, les missionnaires chrétiens. Mais il faut vraiment introduire l'élément du climat pour comprendre et avoir une vision plus globale de la situation. Eh bien, je crois qu'il y a une question au fond de la salle d'abord, et puis madame après. Oui, bonjour, c'était une remarque plutôt. Je vais parler quand même en français parce que c'est mieux. Vous nous avez parlé des flux monétaires qui vont donc du Pérou à Manille et de l'hypothèse selon laquelle ces flux monétaires auraient pu influencer l'économie chinoise. Et vous nous avez dit que finalement, c'était pas concluant, il n'y avait pas de evidence de ce process. Je voulais faire une remarque. En fait, cette histoire de flux d'argent, cela vient des sources espagnoles qui sont surtout des sources politiques et qui disent que finalement, avec la colonie des Philippines, sous-entendu, on va se ruiner parce que c'est une hémorragie d'argent qui s'en va là-bas et beaucoup moins revient. Donc je pense qu'il faut le mettre au compte du discours économique et peut-être d'une histoire de balance commerciale qui est déficitaire pour les Espagnols entre ce qui sort et ce qui rentre en quelque sorte. The trade across the Pacific was very important as a means of linking not just the American economy but the European economy with the Chinese economy. This was an important beginning, but my sense is that it's just a beginning. It was not on a sufficient scale, that the amount of silver arriving in China was tiny compared to the overall gross national product of China. And I did my best to construct some attempts to understand inflation during the Ming Dynasty, and I couldn't find much, particularly in the coastal areas. You would expect the silver to come in along the coast and drive up a kind of price inflation to go on there. I couldn't find it. The only thing I could find was that wealthy merchants were buying high-end works of art, and they were driving the art market through the roof because they kept the silver to themselves and were using that silver in order to buy art. And that's the only sector of the economy where I can see any effect whatsoever of the arrival of silver in China. Alors le commerce outre-Pacifique était très très important. C'était certainement un moyen de relier aussi les économies européennes, chinoises également. Pour moi, ce n'était que le début. La quantité d'argent qui arrivait en Chine était inférieure au PIB de la Chine. Donc j'ai essayé de comprendre l'inflation Ming, mais je n'ai pas, durant la dynastie des Ming, mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'éléments assez convaincants. J'ai même regardé pour les régions côtières où tous les riches marchands s'étaient installés. Et en fait, ces riches marchands gardaient la fortune entre eux parce qu'il s'est créé un marché des œuvres d'art où les prix étaient super hauts, et c'est comme ça qu'ils ont utilisé leur fortune. Donc l'argent n'a pas circulé. Il nous reste peut-être une question.
Et voilà, en quelques secondes. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Moi, je voulais juste savoir le côté humain, parce que j'ai compris que cette famine avait été très sévère. Est-ce qu'on a une idée de l'impact sur le plan démographique de la Chine de cette époque? That's a very difficult question. We have extremely weak demographic statistics for China. The Chinese government required every family to record the number of members of the family and send that into the government on a regular basis. But in fact, that data is completely corrupt, because the way you keep your taxes down is you deny that there are 10 people in your family. You say, there's only 3 of us here. And so we have very poor population statistics for China. And it would be interesting to know what the scale of disaster was. I mean, in these sources where I find my prices, I also find comments like, in such and such a village, 90% of the houses were empty. That is, people fled or died. And one of the impacts of starvation is pandemics. And people were dying of illness as well as starvation. And this was particularly bad in North China, but it also came down in the Yangtze Valley as well. So there is, I don't know, we still don't have a good sense of the scale of mortality at the end of the Ming. It was high, but I can't put a number on it. Alors en fait, il y a très très peu de statistiques démographiques en Chine. Le gouvernement demandait à chaque famille d'enregistrer et de communiquer le nombre de personnes qu'il y avait par famille. Il fallait le faire régulièrement. Mais c'était une demande quand même assez corrompue, on va dire, parce que pour faire baisser les taxes, il fallait déclarer un grand nombre de membres de la famille. Ce qui fait que les données statistiques sont très mauvaises. Il serait très intéressant de connaître l'ampleur du désastre. Mais par exemple, dans les sources que j'ai consultées, il est dit parfois que dans certains villages, les maisons étaient à 90% vides. Il y avait aussi la pandémie qui tuait beaucoup de monde, surtout dans le nord, mais c'est redescendu aussi vers le sud. Donc, non, j'ai pas de réponse. On aimerait avoir une connaissance de l'ampleur de la mortalité en Chine. Je crois que les choses sont dites. Il ne me reste plus qu'à remercier Zena Govar et le professeur Brook. Lisez son livre paru chez Payot. Bonne fin de festival.